Les amis, quel chapitre 5 de Boruto True Blue Vortex. Il y a tout, de l'émotion, du flashback, de l'action, du grand Sasuke, le retour d'Amado, une scène poignante entre Boruto et Sarada, un chapitre incroyable. Pour commencer, on va parler de la relation entre Boruto et Sasuke, une relation d'élève à sensei. Déjà, Sasuke souligne le fait que Boruto a tout appris de lui en un an et que Boruto a des facultés tel un génie pour apprendre tout rapidement et facilement. On met en avant le personnage de Boruto et on met en avant aussi la relation entre Boruto et Sasuke, puisque là on nous fait comprendre que Sasuke a tout enseigné à Boruto. Il dit même qu'il a élevé Boruto comme son propre fils, non pas par rapport au fait qu'il considère Boruto comme son élève, parce qu'on sait que la mémoire de Sasuke est brouillée, mais tout ça pour respecter la volonté de sa fille Sarada. On est clairement sur un triangle relationnel entre ces trois personnages. Au final, Sasuke lie un petit peu plus Boruto et Sarada. Et la fin du chapitre, lorsque Boruto et Sarada sont en train de s'enlacer, résume parfaitement cette relation. Le fait que Sasuke s'est sacrifié pour laisser la vie sauve à Boruto afin que celui-ci puisse protéger le monde Shinobi et surtout protéger Sarada. Ça témoigne aussi de l'amour que porte Sasuke pour sa fille, alors qu'on sait que cette relation est plutôt compliquée. Sasuke a souvent été absent de Konoha et donc absent pour sa famille, que ce soit pour sa femme Sakura ou encore pour sa fille Sarada. Et là, de voir un Sasuke qui s'est pleinement impliqué dans l'éducation de Boruto, dans le fait de l'élever, ça montre vraiment que Sasuke tient beaucoup à Sarada. C'était pas gagné, mais on peut voir que la relation entre Boruto et Sasuke s'est reconstruite avec des bases nouvelles durant l'ellipse. Et ça, on a pu le voir grâce au flashback qui nous a été présenté. Pour rappel, la relation de base entre Boruto et Sasuke n'existe plus à cause de l'omnipotence d'Eda. Là, cette nouvelle relation tient grâce à la promesse de Sasuke envers Sarada sur le fait d'occuper Boruto. Donc, encore une fois, il y a de la profondeur dans le développement de chaque personnage individuellement par rapport à leurs objectifs personnels, et il y a une évolution collective par rapport à Boruto, Sasuke et Sarada. Les trois sont liés, même si ces trois-là ont été séparés, même si Boruto et Sasuke ont été côte à côte durant l'ellipse. La suite du flashback va être beaucoup plus triste, beaucoup plus tragique. En tout cas, on voyait un Boruto joyeux aux côtés de Sasuke, sauf que ces moments joyeux, ce moment joyeux en particulier, va être interrompu par l'arrivée de Code qui va prendre d'assaut Boruto et Sasuke. Code est accompagné par son armée, donc quelques créatures liées au Jobi. À ce moment-là, Boruto et Sasuke ne sont pas de taille pour vaincre leur adversaire et Sasuke n'a qu'une solution qui s'offre à lui. Il prend la décision de se sacrifier pour permettre à Boruto de s'enfuir et au même moment, il lui dit qu'il lui confie la vie de sa fille Sarada. Et là, on a le droit à un Sasuke des grands jours, des grands soirs, un Sasuke qui passe aux choses sérieuses. Il parvient non seulement à infliger la cicatrice à Code, mais en plus de ça, il parvient à battre toute l'armée de Code avant de se faire emprisonner. On a eu le droit du grand Sasuke. Ce qui est d'autant plus incroyable, c'est la réaction de Boruto. Alors dans un premier temps, il est choqué et triste de voir comment Sasuke a fini, c'est-à-dire emprisonné, mais il sait que celui-ci est encore vivant, et on voit un Boruto se ressaisir immédiatement en prenant conscience des responsabilités que lui a confiées Sasuke, du Nindo que doit porter Boruto, c'est-à-dire protéger le monde Shinobi, et il a une nouvelle promesse à tenir, protéger Sarada, bien entendu, mais la deuxième promesse, c'est surtout ramener Sasuke parmi les siens, libérer Sasuke à un moment donné. Et le fait de voir un Boruto regarder de l'avant, voir comment il est sérieux, prendre conscience de la dangerosité de la situation, des responsabilités qu'il a désormais, c'est vraiment incroyable parce qu'on voit un Boruto vraiment être confiant, être sérieux et être optimiste, alors que la situation s'est encore aggravée. Avant l'ellipse, il avait tout perdu, et là, il a encore tout perdu à nouveau par rapport à Sasuke, et la situation est désormais qu'il est tout seul, parce que durant ce flashback, on voit que Boruto n'a pas rencontré Kajin Koji à ce moment-là, donc Boruto est vraiment tout seul, et pourtant, il garde le sourire, il garde son optimisme. Je me souviens au début, quand on parlait du manga Boruto, notamment sur la première partie, on disait que l'histoire était vraiment trop centrée encore sur Naruto et même un peu Sasuke, et Boruto passait au second plan. Puis il y a eu l'arrivée de Kawaki, et l'histoire a semblé centrée sur Kawaki, et depuis qu'il y a eu l'omnipotence d'Eda, c'est-à-dire que depuis que Boruto a tout perdu et que la prophétie de Momoshiki s'est réalisée,
bah, au final, l'histoire, elle est clairement centrée sur Boruto. On peut voir sa personnalité, son évolution, et honnêtement, ça fait du bien de voir un personnage qui évolue sur pas mal de domaines. On va maintenant parler des 4 Shinju, donc les 4 Shinju qu'on a découverts dans le chapitre 4 et auxquels s'est mesuré Boruto, mais il n'était pas de taille à les affronter tous les 4. Dans ce chapitre, on en apprend un petit peu plus sur leurs ambitions, et d'ailleurs Eda est en train de les observer pour savoir qui ils sont et savoir ce qu'ils projettent de faire. Et là, on a des choses très intéressantes qui se profilent concernant la suite du manga Boruto True Blue Vortex. Les 4 Shinju, ils ont évolué, ils ont soif de connaissances et de savoir, et ils suivent désormais leur instinct, comme toujours, sauf que leur instinct est en train de changer, ils vont se fier à leur ressenti par rapport aux personnages qui ont été emprisonnés. Par exemple, l'alter ego de Moegi va suivre l'instinct, le ressenti de Moegi à l'état d'origine. Moegi, on sait qu'elle est proche de Konohamaru. Donc l'alter ego de Moegi va s'en prendre à Konohamaru. Et là, on se dit, est-ce que c'est le moment pour Konohamaru de briller? Est-ce que Konohamaru va enfin avoir son heure de gloire? Ou alors est-ce qu'il va subir une énième défaite et une énième raclée? On peut se poser la question. Pour moi, c'est l'opportunité ou jamais de faire briller Konohamaru. Parce que les enjeux peuvent clairement l'impliquer dans son combat. Konohamaru peut avoir l'objectif de se surpasser pour à la fois battre son ennemi et éviter de mourir, c'est toujours bien, mais surtout protéger Moegi et la libérer. Donc là, Konohamaru, il a des objectifs, il a du concret. Il n'y a clairement plus aucune excuse. Si le combat a lieu entre l'alter ego de Moegi et Konohamaru, Konohamaru a toutes les caractéristiques pour briller. Si ce n'est pas ce moment, ce sera quand? Là, pour moi, c'est le moment opportun pour mettre en avant Konohamaru avec des enjeux plutôt clairs et qui le touchent personnellement. Bien entendu, il y a 3 autres Shinju qui ont eux aussi d'autres objectifs et surtout des cibles. L'alter ego de Jigen, il ressemble à Jigen et vu ses ambitions, c'est clairement son alter ego, il a une obsession et c'est Naruto Uzumaki. Sauf qu'on le sait, Naruto Uzumaki est actuellement emprisonné dans une dimension avec Hinata à cause de Kawaki. Donc, pour moi, il n'y aura pas de combat entre l'alter ego de Jigen face à Naruto. Je pense que Kawaki va s'opposer, et là on va avoir un affrontement entre l'alter ego de Jigen face à Kawaki. En vrai, il y a moyen de faire quelque chose de symbolique avec cette rencontre également, parce qu'il y a un passif entre Kawaki et Jigen. Le fait de voir Kawaki affronter un petit peu son passé douloureux en affrontant l'alter ego de Jigen, il y a moyen de faire évoluer ce personnage en termes de développement. Maintenant, il ne faut pas exclure que l'alter ego de Jigen pourrait affronter Naruto à un moment donné. Sauf que là, actuellement, je ne vois pas comment il peut faire, puisque c'est Kawaki qui détient Naruto. Donc techniquement, Kawaki va s'opposer à cet adversaire pour protéger Naruto et encore un petit peu plus augmenter son obsession à l'égard de son père adoptif. Du côté de l'alter ego de Bug, celui-ci a aussi une cible, comme les autres Shinju, et sa cible, elle est très claire. C'est Eda qui est en train d'observer les Shinju. Et à ce moment-là, Eda est choquée. Les Shinju sont au courant qu'elle est en train d'exercer sa capacité, son Senringan, pour avoir accès aux informations que les Shinju sont en train de communiquer. Donc là, la capacité d'Eda, elle s'est retournée contre elle, puisque les Shinju sont capables limite de faire la même chose, parce que Eda est elle-même observée. Donc ça va être intéressant de voir cette opposition Eda contre l'alter ego de Bug. Reste à savoir si Demon fera partie du combat. Je pense que oui, il aidera sa sœur parce qu'il l'avait dit clairement dans la partie 1. Toute personne qui s'en prendra à Eda aura affaire à lui. Donc il y a moyen qu'on ait un duo Eda-Demon contre l'alter ego de Bug. Et pourquoi pas avoir la présence d'Imawari pour aider Demon, vu que Demon a ressenti un potentiel très intéressant du côté d'Imawari. Alors, pourquoi pas voir un trio face à l'alter ego de Bug pour voir les personnages évoluer et mettre en avant Imawari? Ça pourrait être très intéressant. Qu'en est-il maintenant de l'alter ego de Sasuke, personnage qu'avait affronté Boruto dans le chapitre 4, et d'ailleurs, Boruto avait pas mal galéré face à celui-ci. On aurait pu penser que l'alter ego de Sasuke aurait pu avoir l'obsession de s'en prendre à Boruto, sauf que ce n'est pas le cas. Le Sasuke de base, on nous l'a fait comprendre avec le flashback par rapport aux ambitions et aux convictions de Sasuke à l'égard de Boruto. Sasuke, il a fait tout cela pour respecter la promesse qu'il a faite à l'égard de sa fille. Donc Sarada. L'obsession de Sasuke, on va dire plutôt le ressenti principal de Sasuke, ce n'est pas Boruto, mais en réalité Sarada. Donc l'alter ego de Sasuke, son ressenti, c'est Sarada, il va donc s'en prendre à elle. Et le combat entre Sarada et l'alter ego de Sasuke,
mon Dieu, il peut être incroyable. En termes d'action, en termes d'émotion, et surtout d'un point de vue relationnel par rapport à Sarada vis-à-vis de son père Sasuke, et surtout les enjeux. Sarada pourrait elle-même libérer Sasuke, donc clairement, il y aura de la pression de son côté. Il y aura quelque chose de symbolique, encore une fois, avec ce nouveau combat. Tous les combats avec les Shinju qui se profilent par rapport à leur cible peuvent avoir quelque chose d'incroyable en termes d'histoire à raconter pour les personnages. En termes de développement, ça peut être super. En vrai de vrai, parce que ce combat entre l'alter ego de Sasuke et Sarada, c'est acté. Il aura lieu, c'est obligatoire et c'est obligé, vu comment ça nous l'est teasé. Il y a un truc de fou à faire, et je pense que l'anime peut rendre ça vraiment bien. Imaginez que pendant le combat, on est un peu comme à l'époque avec Sasuke contre Naruto, des flashbacks sur leur confrontation passée. Imaginez une dinguerie où l'alter ego de Sasuke et Sarada s'affrontent et la scène de combat, les scènes de combat se superposent avec des scènes flashbacks d'entraînement entre Sarada et Sasuke pour raconter vraiment l'évolution de Sarada. Ce serait tout bonnement incroyable. Il est temps maintenant de parler d'un retour qui a eu lieu dans ce chapitre. On ne l'avait pas vu encore dans le manga Boruto True Blue Vortex. Amado a fait son comeback et celui-ci est bel et bien affecté par l'omnipotence d'Eda. Alors attention, ça c'est ce qu'il nous dit, mais il nous fait comprendre que les preuves scientifiques valent beaucoup plus qu'une mémoire qui a été modifiée. Il le sait, ce n'est pas Boruto qui a été modifié par ses mains, c'est Kawaki. Donc il sait que son cobaye c'est Kawaki et non Boruto. Il sait que par rapport aux preuves scientifiques, que sa mémoire a été modifiée. C'est ce qu'il explique à Sumire. Le truc, c'est que c'est le personnage d'Amado. À chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est plutôt louche. Et généralement, il raconte une vérité que les autres veulent entendre et que ça peut satisfaire. Ça se trouve, Amado n'est pas affecté, mais il a fait croire le contraire pour que Sumire soit contente de l'explication que lui donne Amado. Parce que Sumire, elle est quand même intriguée. Elle se dit que tout le monde a la mémoire affectée par l'omnipotence d'Eda, et pourtant tout le monde est convaincu, malgré, on va dire, les incohérences liées à l'histoire, même par rapport aux preuves scientifiques, si on peut dire ça comme ça, tout le monde est convaincu de la culpabilité de Boruto, soi-disant celui qui a tué Naruto, et tout le monde est convaincu que Kawaki était le fils de Naruto, et le fils de Naruto plutôt. Donc, au final, on peut se poser la question, peut-être qu'Amado, à un moment donné, il va faire une erreur, et Sumire va s'en rendre compte. Lorsqu'il va y avoir la discussion entre Sumire et Sarada, Sarada va dire à Sumire que son père, donc Sasuke, a fini par croire les propos de Sarada. Sauf qu'à ce moment-là, il y a déjà deux choses intéressantes. Le fait que Sasuke a suivi, non pas ses propres convictions à ce moment-là, mais les convictions de Sarada, mais surtout la deuxième chose. Sarada ne se rend pas compte qu'il y a eu certainement l'effet de son Mangekyo Sharingan qui s'est éveillé à ce moment-là, qui a peut-être eu un effet sur Sasuke. Donc, on comprend sur la discussion entre Sumire et Sarada, que Sarada, durant ces 3 dernières années, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait éveillé le Mangekyo Sharingan. On en revient du coup à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au combat qui se profile entre Sarada et l'alter ego de Sasuke, il y a moyen de faire quelque chose vraiment de grandiose, avec une Sarada qui va voir son Mangekyo Sharingan s'éveiller et évoluer par rapport à ce combat qui risque d'être fort émotionnellement pour elle. Là, les enjeux sont très intéressants pour Sarada. La fin du chapitre va être émouvante. Boruto va faire son retour au village de Konoha sous les yeux de Sarada et Sumire, et Sarada ne va pas réussir à cacher ses émotions, elle va directement se jeter dans les bras de Boruto, qui va l'enlacer sous les yeux de Sumire. Est-ce le début d'une histoire d'amour entre Sarada et Boruto? Je pense sincèrement qu'il faut rester prudent avec cette hypothèse. Je l'ai évoqué tout à l'heure, l'élément Sasuke, ce personnage, fait que le lien entre Sarada et Boruto va se renforcer plus qu'il ne l'était à l'origine, parce que leur amitié est toujours là, et elle est là depuis le début, entre Sarada et Boruto. Sarada n'a pas été affectée par l'omnipotence d'Eda. D'ailleurs, il faudra nous donner à un moment donné la justification pourquoi Sarada et Sumire n'ont pas été affectés par le pouvoir d'Eda à l'égard de Boruto. Mais revenons sur la scène entre Sarada, Boruto, ainsi que Sumire. Pour Sumire, beaucoup de personnes vont penser qu'elle a pris du retard sur ses sentiments envers Boruto par rapport à Sarada et par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'il y aura un rapprochement entre Boruto et Sumire. Alors, de quelle nature sera ce rapprochement? Je ne sais pas, mais il y aura un rapprochement. Parce que si on regarde bien les objectifs de chaque personnage, Sumire, elle a des objectifs très intéressants et surtout qui concernent Boruto. Sarada, on les connaît, ils se profilent, ça va toucher l'alter ego de Sasuke. Donc il va y avoir des enjeux de ce côté-là. Boruto, on connaît ses objectifs, et Sumire, depuis le début du manga Boruto True Blue Vortex, elle s'intéresse beaucoup à l'omnipotence d'Eda sur ses effets
comment inverser la tendance et surtout, elle s'interroge sur le fait que certaines personnes arrivent à aller contre leurs souvenirs, notamment Amado et aussi le cas de Sasuke. Donc je pense que Sumire va être peut-être la clé pour résoudre la situation de Boruto par rapport à sa véritable identité aux yeux de tous. En tout cas, il y a une question qui se pose maintenant et qui va amener du mystère pour le chapitre 6. Boruto a fait son retour à Konoha, sauf qu'il y en a un que ça va pas vraiment plaire, c'est Kawaki. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, le fait que Boruto soit présent. Est-ce qu'il est là temporairement, c'est-à-dire qu'il va repartir, ou est-ce qu'il est là pour rester à Konoha? Parce qu'il y a quelque chose qui est aussi intriguant, c'est qu'on ne connaît pas réellement aussi les motivations de Kajin Koji. Est-ce que Kajin Koji a chargé Boruto d'une mission à l'égard d'Amado? Il y a énormément d'interrogations par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de découvrir la suite de cette œuvre. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport au chapitre 5, qu'est-ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.